Mehdi Ben Lassen, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller consulaire et vous souhaitez nous faire part des dernières décisions prises des dernières mesures prises par le comité d'établissement du lycée français de Lisbonne. Pourquoi on a un espèce de déficit chronique sur le lycée français avec pourtant des frais de scolarité qui sont relativement élevés? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les causes de ces problèmes comptables et financiers? Alors, relativement élevé déjà, bon, ça pourrait se discuter. Mais donc, pour en revenir au problème financier du lycée, le lycée est confronté à deux problèmes distincts, mais qui viennent se télescoper aujourd'hui. Ouais. Vous avez d'une part un projet immobilier qui voit son coût doubler entre 2016 et aujourd'hui, et vous avez d'autre part une masse salariale qui est en très forte augmentation depuis 2017. Du fait de certains arbitrages politiques qui malheureusement s'imposent au lycée, mais qui n'est pas le fait du lycée. Alors en matière de masse salariale, il faut rappeler qu'on a deux types de salariés. On a des personnes dépendantes de l'éducation nationale qui sont à ce titre payées par l'éducation nationale et des personnes qui sont embauchées au Portugal par des contrats de droit portugais. Exactement. Donc en fait, on a en 2017, il y a eu un transfert de charges. De l'État français sur les établissements du réseau. C'est-à-dire qu'on a supprimé beaucoup de contrats de résidents, d'enseignants résidents, c'est-à-dire des gens qui sont détachés par l'éducation nationale. Alors combien pour le lycée, pour le lycée français de Lisbonne, combien de postes? À peu près une dizaine. D'accord. Donc 10 postes qui étaient entre guillemets payés par l'État qui reviennent à la charge du lycée, à la charge directe du lycée. D'accord. Exactement. Donc ça fait une augmentation de la masse salariale d'autant qui est importante. Et ça, c'est sans compter sur le fait que le lycée a été obligé aussi d'embaucher du personnel supplémentaire du fait de la pression des effectifs. D'accord. Puisqu'on est passé aussi entre 2017 et aujourd'hui de 1750 élèves à 2100. D'accord. Ça sous-entend aussi beaucoup plus de personnel d'éducation pour venir encadrer cette montée de ces élèves supplémentaires. Donc finalement, entre 2017 et aujourd'hui, on est quasiment, je crois, à une vingtaine de postes d'enseignants supplémentaires en contrats locaux. D'accord. Ce qui fait effectivement un surcoût important en termes de charge salariale. D'accord. Et cette augmentation de la masse salariale quasi automatique de 5% annuel, elle est due à quoi du coup? Alors, elle est due au fait que c'est ce qu'on appelle le glissement de vieillesse technicité dans entre guillemets la fonction publique, ou les entités qui fonctionnent comme telles, ou assimilées, oui. Alors ça implique que les personnes un glissement de la rémunération vers le haut. D'accord. C'est-à-dire, je m'explique, plus le fonctionnaire est âgé, plus il monte en échelon. Oui. Et donc plus son salaire est augmenté automatiquement au changement d'échelon. C'est effectivement un sujet dans le sens où la moyenne de la fonction publique est aux alentours de 1%, un peu plus de 1%, 1,2 je crois, et qu'effectivement au lycée on est aux alentours de 5%. C'est dû à plusieurs raisons, et notamment la volonté ces dernières années de recruter des enseignants en contrats locaux qui soient titulaires des concours. C'est-à-dire que vous recrutez des enseignants français formés en France en tout cas, ayant les capacités et les possibilités d'exercer en France et qui viennent exercer ici avec un contrat de droit portugais, mais en termes de rémunération dans les mêmes conditions que celles qu'ils auraient en France. Quasiment, oui. Quasiment. À peu de choses près, c'est quasiment les mêmes conditions. Donc forcément, ça entraîne une hausse de la masse salariale, et puis surtout en général, ce sont des gens un peu plus âgés. Donc ils sont dans des tranches de salaire un peu plus importantes. Et il serait impossible d'imaginer de leur donner un salaire qui correspond au salaire d'un professeur au Portugal, qui est quand même moindre par rapport à celui Alors par expérience, ça me paraît compliqué. Les établissements du réseau qui suivent cette logique ont beaucoup de mal à recruter des enseignants. On pourrait essayer effectivement de faire appel à des professeurs de nationalité portugaise qui vont enseigner, je sais pas, les mathématiques. Par exemple, pour moi, l'économie et la sociologie. Sauf que c'est compliqué. Même si la personne parle français et est capable de faire les cours en français devant les élèves, au Portugal, il n'y a pas de formation en économie et en sociologie. C'est soit l'un, soit l'autre. Quand on fait appel au fusilier local, en général, c'est pour les matières linguistiques.
Ok. Et alors, l'histoire de ce projet immobilier, donc, son budget a doublé en 4 ans. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Un des facteurs, c'est sans vouloir trop être caricatural à mon tour, c'est, on va dire, la lourdeur administrative française. Ouais. Qui fait que c'est un budget qui a été, c'est un projet qui a été calibré en 2015, qui a été budgété entre 2015 et 2016. Et quand on est arrivé, alors le temps que ce soit validé, etc., qu'on ait le feu vert, le temps qu'on passe à l'appel d'offres pour obtenir des entreprises, choisir l'entreprise qui allait procéder à la construction, bah finalement les prix de la construction au Portugal n'étaient plus les mêmes. Et donc on avait un budget, quand le budget était calibré sur 7,5 millions, avec je sais plus quelle part pour la construction, finalement on s'est retrouvé avec, lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, au départ, aucune entreprise qui a répondu à l'appel d'offres parce que le budget était trop bas. D'accord. Donc on a dû revoir le budget travaux par le haut. Déjà, premier point, donc première source d'augmentation. Oui. Je crois d'à peu près 1,5 million, 2 millions de mémoire. Ouais. Donc ce qui provoque forcément un alourdissement du coût. Et ensuite, on a un alourdissement du coût qui est relatif au retard pris dans la délivrance des permis. Voilà. On a installé une école provisoire là, en septembre 2019 dans la cour de l'établissement, dans une des cours de l'établissement, donc 30 Algeco. Ouais. Ça représente un coût non négligeable. C'est quelque chose qui était budgété pour 2 ans à compter de septembre 2019, et comme les travaux n'ont toujours pas démarré, ouais, c'est quelque chose qui s'allonge et donc qui représente un coût supplémentaire très important. Donc, si on se résume, on a deux mauvaises nouvelles qui tirent encore plus le déficit vers le bas. Et du coup, la décision, en tout cas, c'est que les familles vont subir une partie des conséquences, en tout cas, une partie non négligeable. Là. On parle de 6% d'augmentation. Effectivement, mais alors en fait, il faut bien comprendre que cette augmentation de frais de scolarité, elle a surtout pour but de répondre au déficit de structure. C'est-à-dire au déficit lié à l'augmentation de la masse salariale. Quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible finalement d'obtenir gain de cause sur le rétablissement de postes de résidents ou sur d'autres manières de retransférer la charge vers l'État, bah, le lycée a bien dû se rendre à l'évidence qu'il fallait qu'il ait des recettes qui soient équilibrées avec ses dépenses, que les dépenses ayant été augmentées, il fallait augmenter les recettes, et que augmenter les recettes, ça passe effectivement en très grande partie par une augmentation des frais de scolarité. Et pour donc, c'est vrai que pour ce projet immobilier, ça aurait été impossible de faire appel à un emprunt. Alors, c'est une des caractéristiques malheureusement du réseau AEFE, c'est que l'agence, l'opérateur public, n'a pas le droit d'emprunter. Ce qui fait qu'on est obligé on peut pas lisser, on peut pas faire un emprunt, surtout que c'est un investissement immobilier qui est amortissable sur longtemps. Il aurait pu être amorti sur 20 ou 30 ans. Ouais. Ce qu'on ne peut pas faire, et du coup, le surcoût du projet immobilier, il faut qu'on le finance en 2 ans. Sur le surcoût du projet immobilier, qui est de 5,8 millions d'euros, il y a 4,9 millions d'euros qui sont pris en charge par l'État, qui fait une avance de trésorerie de 1,8 million d'euros et qui, pour le reste, donne, on va dire, une subvention de 3,8 millions d'euros. D'accord. Donc il reste 900 000. Il reste 900 000 à trouver. Il reste 900 000 effectivement entre guillemets à la fin. Sous réserve que ça ne continue pas d'augmenter une fois que les travaux vont commencer. C'est bien le problème. On va être soumis maintenant aux aléas du chantier, puisque le chantier va démarrer lundi. On est sur une zone archéologique. On croise les doigts pour que rien ne soit trouvé qui vienne immobiliser le chantier pendant des années et des années. Ouais. Voilà. Parce que ça poserait de gros soucis. La trésorerie de l'agence est confondue avec la trésorerie de tous ces établissements, entre guillemets, publics, ce qu'on appelle les établissements en gestion directe. Ouais. Et que donc, l'argent qu'elle nous donne à nous, elle va le récupérer sur les autres établissements. Qui fait que, quelque part, c'est les parents des autres pays qui vont payer le surcoût du projet immobilier. Et que donc, on est un peu tous embarqués dans la même, entre guillemets, galère. Depuis 2017, on vit plein d'orientations politiques très paradoxales. C'est-à-dire que on est aussi dans cette situation en termes de masse salariale, parce que en 2017, en cours d'exercice budgétaire, on est venu prélever à la AEFE 33 millions d'euros au mois d'août. Donc après 8 mois d'exercice budgétaire, l'État vous dit on est en loi de finances rectificative, on vous reprend 33 millions d'euros, c'est-à-dire 10% du budget, c'est quand même pas rien. Pour équilibrer son budget, l'AEFE a supprimé des postes de résidents, a fait du transfert de charges, comme je disais tout à l'heure, ce qui du coup est venu à la charge des familles. Mathématiquement, à partir du moment où l'État ne prend plus en charge des professeurs
et que c'est à la charge de l'établissement, ça veut dire que indubitablement, ça va être à la charge des familles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, puisqu'on a fonctionné sur les fonds de réserve, les familles n'ont pas vu ce qui allait se passer. Ouais. Et on est aujourd'hui, pour les 2 années qui viennent, on va être à 6% d'augmentation, parce que les autres années, nous n'avons pas eu d'augmentation. Ouais. Pas suffisante. Ouais, c'est quand même très au lieu de lisser la charge supplémentaire sur plusieurs années, ouais. On est obligé de faire une catastrophe aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il y a d'autres choses qui ont été augmentées, c'est-à-dire qu'il y a aussi les droits de première inscription, qui passent de 1 100 € à 2 500 €. Ça, c'est, ça, entre guillemets, c'est les frais de dossier, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. C'est hallucinant, quand même. 2 500 € de frais de dossier, c'est hallucinant. Oui, mais c'est assez paradoxal puisque c'est une proposition d'une des associations de parents d'élèves. Il convient aussi de préciser que pour l'instant, ces hausses n'ont pas été validées. Oui. Le vote du conseil d'établissement a été très partagé. 6 pour, 6 contre et 9 abstentions. Ça veut dire que ça n'a pas été adopté par le conseil d'établissement. Ouais. C'est donc le conseil d'administration à Paris qui aura le dernier mot. Ouais. Situation un peu fermée, oui, effectivement. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Mehdi Benlassen, pour ces précisions. De rien, avec grand plaisir. La French Radio. Portugal.